Je voudrais d'abord m'excuser pour ce retard dans le démarrage de cette conférence de presse. Cependant, il faut voir le bon côté de ce retard. Je voudrais commencer par vous annoncer une bonne nouvelle pour nous et pour l'enquête. Nous venons de réussir à extraire des données utilisables de l'enregistreur de phonique, le CVR. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Je vais donc commencer ce point d'information sur l'enquête de sécurité ouverte sur l'accident, la catastrophe aérienne survenue hier. Quelques mots d'abord pour rappeler le rôle du BEA. Le rôle du BEA est donc de mener des enquêtes sur les accidents dans le but exclusif d'expliquer dans le détail l'événement, l'enchaînement des faits et des circonstances, pourquoi cet événement est survenu et quels sont les enseignements de sécurité que l'on peut en tirer pour éviter d'autres accidents ultérieurs. Alors, à cette heure où tout le monde est touché par ce drame, par cette catastrophe, je voudrais avoir une pensée pour les familles des victimes, qui sont celles auxquelles nous pensons en premier lieu quand nous engageons une enquête, parce que nous savons qu'elles auront une très forte attente pour connaître ce qui s'est passé sur cet accident. Donc voilà, je voudrais avoir un moment de pensée pour ces familles. Alors, je vais revenir brièvement sur les circonstances connues aujourd'hui de l'accident. Alors, c'est des circonstances à ce stade-là extrêmement parcellaires et bien entendu, le but de l'enquête, ça sera de préciser tout cet enchaînement. Donc il s'agit d'un Airbus modèle A320-211 qui est exploité par la compagnie allemande Germanwings et qui effectuait un vol entre Barcelone et Düsseldorf. À environ 10h30 locales, l'avion est sur sa route prévue et il est en transit à son altitude de croisière de 30 000 pieds en contact avec le contrôle aérien français. Les contrôleurs qui suivent cet avion observent un début de descente de l'avion sans annonce préalable. Donc ils rentrent en contact avec l'avion, ou ils essayent de rentrer en contact sans succès, sans réponse. Et ils observent l'avion continuer sa descente. Et l'avion finit par heurter le relief. Les services de la navigation aérienne déclenchent donc très rapidement la phase de détresse qui est la phase qui déclenche les phases de recherche et de déploiement des secours. Et l'épave est localisée dans les Alpes de Haute-Provence, donc dans un territoire montagneux et escarpé dont on reparlera un peu plus tard. Alors, quelques mots sur la manière dont nous avons organisé cette enquête. Donc, nous avons été informés très rapidement, directement par les services de navigation aérienne qui venaient de déclencher cette alerte, vers 11h15 locale. Immédiatement, le BEA a constitué une équipe d'enquête. Et 7 des enquêteurs de cette équipe se sont mis en route pour le site de l'accident dès le début de l'après-midi. Et sont arrivés en fin d'après-midi, donc sur place. Alors, sur l'organisation de l'enquête elle-même, la plupart d'entre vous savent que les enquêtes de sécurité sont organisées par des textes internationaux au niveau de l'Organisation de l'aviation civile internationale et ensuite de façon plus détaillée au niveau d'un règlement européen. Et donc, dans la logique de ces textes, l'enquête est conduite par le BEA, puisque l'événement est survenu en France, et participe étroitement à cette enquête l'homologue allemand du BEA, le BFU, du fait que cet événement est relatif à un vol exploité par une compagnie aérienne allemande et que l'avion lui-même est immatriculé en Allemagne. L'autorité d'enquête espagnole, la CIAIAC, participe également à l'enquête, notamment pour nous recueillir et nous fournir des informations sur la préparation du vol au départ de Barcelone. Comme c'est le cas classiquement pour toute enquête de ce type, les enquêteurs
de ces différents pays sont aidés par un certain nombre de conseillers techniques qui apportent des informations techniques propres à l'organisme d'où ils viennent pour aider à l'enquête. Donc plus précisément des conseillers techniques qui viennent de l'Agence européenne de sécurité aérienne, qui a la responsabilité de la certification et de la navigabilité de l'avion, notamment. Des constructeurs de l'avion, Airbus et des moteurs, donc CFM et Snecma et General Electric, et de l'exploitant aérien, donc Germanwings et sa compagnie mère, si je peux m'exprimer ainsi, Lufthansa. Donc sur l'organisation interne de l'enquête, une petite planche pour exprimer assez simplement. Donc il y a un enquêteur désigné qui s'appelle M. Arnaud Desjardins, qui appartient donc au BEA, qui va être le leader, l'organisateur de cette enquête. Un adjoint pour l'assister dans cette tâche, Romain Bévillard. Et les travaux d'enquête vont s'organiser, se structurer autour de 3 groupes qui vont chercher des informations selon des thèmes un peu plus spécialisés. Donc un groupe aéronef qui va rechercher toutes les informations sur l'historique de l'avion, sa maintenance, son état. Un groupe qui va travailler sur les systèmes à bord et au sol. C'est notamment dans ce groupe-là que vont être initiés tous les travaux sur les enregistreurs. Et un groupe opération aérienne qui va étudier toutes les conditions d'exploitation de l'avion et le fonctionnement de l'exploitation de l'avion lors de ce vol. J'ai représenté donc sur la partie droite en rappel que cette organisation fait intervenir un certain nombre de personnes qui ne sont pas du BEA mais de nos collègues du BFU Allemagne et de la CIA-IAC en Espagne. Et donc il y a des enquêteurs de ces 2 organismes qui vont être intégrés dans les groupes d'enquête qui sont là. Et les conseillers techniques que j'ai évoqués également participent ou vont participer à ces groupes d'enquête. Quelques mots sur le site de l'accident. Donc voilà une photo générale, vous avez peut-être déjà pu en voir d'autres. Donc ce que l'on sait, ce que l'on voit là-dessus, un site montagneux, très escarpé, très difficile d'accès à la fois parce qu'il est loin de toute voie carrossable et parce que c'est des terrains très pentus et assez instables, donc sur lesquels on ne peut pas circuler à pied facilement. Donc il nécessite des précautions à la fois pour y accéder et pour se déplacer sur ce site. Donc des conditions d'enquête sur le terrain difficiles. D'autre part, cela se voit sur cette figure, l'avion a impacté à une grande vitesse, une grande énergie les parois montagneuses et donc c'est désintégré et la plupart des morceaux sont donc dispersés et des morceaux de toute petite taille. Donc ce travail sur site, il a commencé le plus tôt possible. Donc dès ce matin, des enquêteurs du BEA accompagnés de spécialistes du constructeur de l'avion Airbus ont fait un premier repérage aérien du site pour avoir une vue d'ensemble et une vue globale de la répartition des principaux débris. Certains de ces enquêteurs ont ensuite été déposés par héliportage sur le site pour commencer le travail sur le terrain. Et là, je rejoins ce que vous avez vu sur la photo précédente. Les conditions d'intervention au sol sont très difficiles puisqu'ils sont obligés de travailler en étant encordés, donc ce qui évidemment ne facilite pas la circulation et la recherche des pièces. La priorité actuelle du travail sur site, c'est la recherche de l'enregistreur de paramètres. Et le travail se poursuit également pour ensuite tenter d'identifier et de localiser les principaux composants de l'avion. Et après, en fonction des développements de l'enquête et entre autres des autres informations qui pourront être obtenues par exemple par les enregistreurs de vol, certains choix pourront ou devront être faits d'essayer de récupérer et d'examiner plus précisément certains éléments de l'avion, sachant que là-dessus, vu la dispersion des débris et la très forte énergie, nous avons conscience que la partie examen physique d'éléments de l'avion sera difficile et probablement assez limitée.
Je reviens sur la trajectoire de vol pour essayer de l'illustrer un peu plus précisément. Donc sur cette trajectoire, là, vous avez donc une vue du sud de la France. Donc l'avion a suivi cette route qui correspond à la route qui était prévue et son prochain point de report était le point Irmar qui est situé là, donc il évoluait bien dans cette direction. Il était depuis peu de temps à son altitude de croisière depuis 38 000 pieds. Et donc vers 9h30, le dernier message émis par l'avion en direction du centre de contrôle avec lequel il était en contact est un message de routine qui confirme l'instruction que vient de lui donner le centre de contrôle, le fait qu'il a l'autorisation de poursuivre directement vers le point Irmar qui est là-haut. Donc environ une minute après, la trajectoire issue des radars du contrôle aérien montre que l'avion commence une descente. Et cette descente, on va voir qu'elle se continue jusqu'à l'impact, puisque la dernière position radar, qui est toujours en descente continue, est extrêmement proche du site de l'impact. L'impact, donc cette descente dure environ une petite dizaine de minutes. Et la dernière altitude enregistrée par les radars est un peu plus de 6000 pieds, donc légèrement au-dessus de l'altitude moyenne du site de l'impact. Donc ça veut dire que les radars ont pu suivre cet avion quasiment jusqu'à l'impact. Donc une présentation maintenant de la même trajectoire dans le plan vertical, donc où on voit ici l'altitude et en fonction du temps, et donc quelque part en fonction également de la distance parcourue, donc avec les mêmes points qu'on a vus tout à l'heure, donc le point de dernier message passé par l'avion, le point de début de descente, le point de dernière position, et c'est ce qu'on voit graphiquement ici, l'altitude du point de dernière position, très proche de l'altitude du site de l'épave. À ce stade-là, bien évidemment, nous ne sommes pas en mesure d'avoir la moindre explication ou interprétation sur les raisons qui ont pu conduire cet avion à descendre et les raisons pour lesquelles il a pu continuer à descendre malheureusement jusqu'au relief, ainsi que les raisons pour lesquelles il ne semble pas avoir répondu aux tentatives de contact du contrôle aérien qu'il interrogeait. Donc, dernier point maintenant, les enregistreurs. Donc, nous avons reçu donc l'enregistreur phonique que vous voyez ici. Donc, a été localisé sur le site de l'accident donc hier vers 17h. Il a été rapidement expédié vers les locaux du BEA sous scellé. Il a été remis donc au BEA ici au Bourget, toujours sous scellé à 9h45 ce matin. Donc vous avez ici une photo de cet enregistreur. La partie que vous voyez ici est le socle de cette partie qui contient le module de mémoire dans lequel il y a les données enregistrées. Et cette partie est une partie de connexion qui, pour les besoins de l'enquête, n'est pas indispensable. Donc la partie importante qui contient les données qui nous intéressent, c'est celle-là. Et ici, vous avez la petite balise de localisation subaquatique qui, dans le cas d'un accident en mer ou dans l'eau, émet un son dès qu'elle est immergée, mais qui par contre, dans le cas d'un accident terrestre, n'est d'aucune fonction, puisque les sons ne se propagent pas de toute façon suffisamment dans l'air pour que ça puisse constituer un moyen de localisation intéressant. Donc, les travaux d'exploitation et de lecture de ce module mémoire ont démarré dès l'arrivée. Ils se sont poursuivis toute la journée. Quelques difficultés ont été rencontrées pour les lire. Cependant, c'est ce que je vous ai annoncé au début, parce que c'était quand même une très bonne nouvelle et un soulagement pour nous. Nous avons à l'instant réussi à en extraire un fichier de données audio utilisable. Alors, nous avons un fichier de données audio utilisable. Nous savons que c'est bien relatif à ce vol-là. Maintenant, il est beaucoup trop tôt pour
en tirer la moindre conclusion sur ce qui s'est passé, il va l'avoir à la suite de ça, sur ce fichier audio, un travail détaillé pour comprendre et interpréter à la fois les sons et les voix qui peuvent être entendues sur ce fichier audio. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je m'excuse encore du retard, et puis donc c'est maintenant le moment des questions. Oui. Pierre Julien, RTL. Vous parlez effectivement de données. Oui, Pierre Julien, RTL. Vous avez dit effectivement que vous aviez donc pu extraire un fichier utilisable. En réalité, ces données vont-elles jusqu'au bout, jusqu'au crash? Les données contiennent le vol de l'accident, donc oui. Donc nous allons pouvoir travailler sur l'accident. Les pilotes parlent entre eux. Vous pouvez Je nous n'ai donner pas quelques d'informations plus précises à fournir à ce stade. Nous n'avons pas encore analysé et fait un timing précis de toutes les sons et les paroles que l'on peut entendre sur ce fichier. Je répète, nous venons de sortir un fichier dont nous avons juste pu vérifier qu'il était de la durée normale et qu'il contenait des sons du vol. exploitables donc. Exploitable. Thierry Vigoureux, Le Point. Combien de temps vous faudra-t-il pour arriver à une exploitation à peu près complète du CBR? Alors c'est difficile à dire à ce stade, et en plus il faut se rappeler que l'exploitation du CVR peut rarement se faire toute seule, elle doit se faire en coordination avec l'exploitation des paramètres de vol que nous n'avons pas encore, que j'espère que nous aurons bientôt. Il y a d'une part un travail que j'évoquais tout à l'heure, tout simplement de compréhension des sons, des alarmes, des voix, d'attribution des voix aux différentes personnes. Donc ça prend un certain temps et c'est un travail itératif. On a en général, au bout de quelques jours, un premier ensemble approximatif, mais qui contient traditionnellement des erreurs et sur lesquelles il faut revenir une fois qu'on affine la compréhension du vol pour arriver à une transcription dont on est convaincu qu'elle traduit le plus fidèlement possible tout ce qui s'est passé à bord de ce cockpit. Et ça, c'est un travail qui prend pour le coup plusieurs semaines, voire plusieurs mois. S'exprime en allemand ou en anglais? Je n'ai pas de réponse à ces questions-là pour l'instant. Juste une précision, donc on a toute la durée du vol sur l'enregistrement, c'est ça? Quand vous dites qu'il y a bien la durée estimée, c'est du départ jusqu'au crash? Je ne suis pas en mesure à ce stade-là de vous donner des informations extrêmement précises sur la durée de début, de fin d'enregistrement. Vous pouvez nous dire un peu plus sur le fichier? Il comprend combien de minutes d'enregistrement, combien de data? Comment est-ce qu'on peut Je n'ai s'imaginer ça? pas de données précises à fournir à ce stade sur la durée de l'enregistrement, le type de voix, la langue, etc. Donc ce n'est pas la peine de poser des questions sur ce point-là. Est-ce qu'il faudra attendre que vous ayez analysé tous les sons de la bande, ou est-ce qu'il y aura peut-être des informations sur le contenu des dialogues entre les pilotes plus tôt ou pas? Nous nous efforcerons de communiquer sur l'avancement de l'enquête dès que nous aurons des informations qu'elles viennent du CVR ou d'autres sources d'informations qui permettent de préciser l'enchaînement du vol qu'on a fait qu'esquisser à ce stade-là. Bonjour. Est-ce que... Oh, désolé. Oui, allez-y, je vous en prie. C'est bon? Oui. Bonjour, Delphine Touitou de l'AFP. Il y a des rumeurs persistantes sur le fait que vous auriez peut-être localisé la deuxième boîte noire, mais qui serait éparpillée sur de nombreux morceaux et qui serait donc absolument inutilisable. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cette deuxième boîte noire? Ces rumeurs ne sont pas du tout confirmées. Nous n'avons pas localisé la boîte noire. Nous n'avons pas trouvé de débris dispersés de la boîte noire. Et dans l'histoire des accidents aériens, nous avons connaissance d'enregistreurs qui sont fortement déformés, abîmés, mais je n'ai pas en mémoire d'enregistreurs qui soient réduits en petites pièces dispersées comme ça. Bonjour. Est-ce que je peux me... Bonjour. Oui. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question en anglais? Go ahead. Thank you very much. So, can you tell us exactly, specify in English, what this data that you have found on the first black box shows, and when we can expect additional information to be made available to the public? As I said in French earlier, we just succeeded in getting an audio file which contains usable sounds and voices. We have not yet fully understood and worked on it to be able to say, okay, this is starting at this
precise point in flight, this is ending at this precise point in flight, and we hear such person saying that, etc. This is an ongoing work for which we hope to have a first rough ideas in a matter of days, and having a full understanding of it in conjunction with other information coming in particular from other recorded parameters will take weeks and even months. Sébastien Guyot, Europe 1. Sur la deuxième boîte noire, le chef de l'État, François Hollande, a dit que l'enveloppe avait été retrouvée néanmoins. Je ne confirme pas cette information. Nous n'avons aujourd'hui aucun élément de la boîte elle-même. Je vais simplement revenir, vous êtes optimiste malgré tout à travers le fait d'avoir déjà ces premiers éléments, ces premiers fichiers. Je suis raisonnablement optimiste sur le fait que, nous sommes convaincus que nous aurons maintenant au moins le fichier audio exploitable. Le site de l'accident est difficile d'accès. Il fait 1 ou 2 hectares. C'est grand, mais ça n'est pas complètement, ce n'est pas immense. Donc, en ratissant ce site, on finira bien par trouver l'enregistreur de paramètres. Et les enregistreurs de paramètres sont conçus pour résister à des crashs sévères. Donc nous sommes raisonnablement optimistes sur le fait que nous aurons également un enregistreur de paramètres et qu'avec ces 2 éléments, nous devrions pouvoir comprendre ce qui se passe. Anne Brigodeau, France TV Info. Est-ce que vous avez des éléments en faveur de la dépressurisation ? À ce stade-là, je n'ai aucun début de scénario et sans rentrer dans les détails, je ne sais pas construire comme ça intellectuellement, et d'ailleurs je m'y refuse pour ne pas partir dans une direction qui pourrait se révéler erronée, un scénario de dépressurisation qui collerait directement avec ça, un scénario standard de dépressurisation. Il n'y a pas de scénario standard de dépressurisation qui collerait ça ? Ce n'est pas. Je ne sais pas construire, et je m'interdis de chercher à construire un scénario standard de dépressurisation qui collerait avec ces éléments-là. Tim Heath de l'agence Reuters. Donc, juste pour confirmer, vous avez pu écouter une première fois, oui. ne serait-ce que très rapidement, la bande. C'est exact. Vous avez pu donc établir que Pas les moi. pilotes... Non, mais vos équipes. Les équipes du labo. Les pilotes étaient bien conscients. Je n'ai pas de commentaire là-dessus. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous avez entendu des voix. Oui. C'était bien les voix des pilotes. Je n'ai rien de plus à ajouter là-dessus. Okay. Il y a des voix jusqu'au bout. Je n'ai rien de plus à ajouter sur ça. Okay. Et la courbe, et d'après ce que vous avez vu avec le radar sur la courbe de la descente, est-ce qu'il vous semble une courbe, un comportement qui ressemble à un avion qui soit contrôlé par des pilotes, ou est-ce que c'est hors contrôle? Cette courbe est compatible avec un avion contrôlé par des pilotes, à l'exception du fait qu'on n'imagine pas que des pilotes iraient consciemment envoyer un avion vers une montagne. Elle peut être compatible également avec un avion qui est contrôlé par un pilote automatique. Mais à ce stade-là, de nouveau, pas d'explication. Je voudrais répondre à la question du monsieur derrière qui dit pourquoi vous ne pouvez pas en dire plus. Parce que ce fichier audio, ça fait quelques minutes que nous l'avons, et qu'en quelques minutes, on ne peut pas, en entendant des voix, dire c'est l'équipage, c'est le capitaine, c'est le copilote. Il faut plus de temps pour arriver à faire ça, ce travail-là. Mais vous pouvez dire si vous entendez des voix jusqu'au crash. Si on entendait une, 2 voix différentes. Non, c'est pas si facile que ça. Donc je n'ai aucun commentaire de plus à faire sur ce point. Donc vous ne fermez pas la thèse d'un attentat potentiel? À ce stade-là, on ne ferme aucune thèse. Je n'ai pas je ne suis pas en mesure de confirmer précisément ce point-là à la seconde près. Frédéric Beniada, France Info. Je suis là. Sur le taux de descente, vous confirmez environ 3000 pieds minute? Oui, vous l'avez vu sur la planche. En moyenne, c'est 3000, 3500 pieds avec quelques fluctuations. Et constant, ouais, donc. Et le cap est constant. C'est ce que vous avez vu sur la trajectoire aussi, un cap qui reste approximativement constant lui aussi. Hello, Thomas Adamson from Associated Press. Could I ask you another question? Je précise que ces informations, ce n'est pas des paramètres enregistrés, c'est des données radar. Donc c'est avec une précision qui est celle de données radar. Can I ask you another question in English? Yes. Some experts have been hypothesizing about what might have been in the cargo check of this plane. I wanted to know if you had any information. There was some rumor about
lithium batteries being present in this aeroplane? Do we know at all what was in the cargo check? Do we have any hypothesis about what that might have influenced? At the present time, we have no information of that. Obviously, this is a kind of information which will be collected in the course of investigation if there is any doubt that this could have been a factor in the event. J'ai une autre question, si vous permettez. Oui, Tim. Donc l'enquête a lieu ici et sur le site, mais il y a eu beaucoup de mouvements de personnages, de politiques. On a vu même une conférence de presse qui avait lieu en même temps que le vôtre, des chefs d'entreprise. Est-ce que vous craignez pour la sérénité et le déroulement de l'enquête? Est-ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui le climat politique qui pourrait entourer votre enquête? Est-ce que ça vous inquiète? Alors, nous avons une catastrophe majeure qui déclenche beaucoup d'émotions, qui en plus survient après une année 2014 où il y a eu un certain nombre, de par le monde entier, un certain nombre d'accidents qui ont, pour différentes raisons, fortement frappé l'opinion publique. Il y a quelques semaines, il y a eu un accident d'hélicoptère qui a également suscité beaucoup d'attention, notamment en France. Donc tout ceci crée un contexte qui fait qu'une attention extrêmement importante est portée à cette catastrophe. Ceci dit, toute catastrophe aérienne déclenche, et c'est compréhensible, une émotion considérable, une attention considérable. Donc nous savons que nous devons travailler dans ce contexte-là. Maintenant, le travail du BEA est un travail technique, indépendant, et tout le monde sait que nous prendrons le temps nécessaire pour comprendre et expliquer, indépendamment de tous ces commentaires et ces réactions à chaud qui font suite à l'émotion légitime que nous éprouvons tous. James André pour France 24. Est-ce qu'à la vue de la zone du crash et de la manière dont les débris sont éparpillés, on est aujourd'hui certain qu'il n'y a pas eu d'explosion en vol? Ou est-ce qu'on sait quelque chose sur la manière dont l'avion s'est disloqué déjà? Alors, pas encore. Vous avez vu, je vais peut-être revenir dessus, que la trajectoire radar, elle arrive jusqu'à l'altitude, à quelques centaines de mètres près, et en position, et même là la différence est exagérée pour que ça soit visible sur la carte, à quelques kilomètres près. Donc ça c'est une première indication claire que l'avion a volé jusqu'au bout. Deuxième indication, quand on voit ce type de site, ces dommages, bon certes éparpillés sur une zone qui paraît assez grande, mais qui sont réduits en des débris de toute petite taille, ça n'est pas du tout caractéristique d'un avion qui a explosé en vol. Un avion qui a explosé en vol, ça fait plutôt des débris très dispersés sur plusieurs kilomètres et des débris d'assez grande taille, de l'ordre de grandeur de plusieurs mètres. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Et justement, ces tout petits débris, c'est quelque chose d'habituel. La photo, vous l'avez là? La précédente avec la feuille. Voilà, merci, je vais juste la prendre. Oui, des débris aussi petits, c'est quelque chose d'habituel? C'est quelque chose que l'on rencontre chaque fois que l'on a un impact sur une surface dure avec un angle entre l'avion et l'impact qui est assez ouvert et avec une grande vitesse d'impact. Nous avons vu ce type de petits débris également pour l'accident du Mali l'été dernier. Benoît Petit, BFM TV, vous avez expliqué vous avez expliqué que vous aviez un fichier audio utilisable, oui, qu'il avait déjà été écouté par vos techniciens. Utilisable mais fortement dégradé, on a vu l'état de la boîte noire ou pas? Alors cet enregistreur, c'est des techniques numériques. Donc c'est un fichier audio qui est enregistré sous une forme digitale. Donc à partir du moment où il est utilisable, il est peu probable, mais je n'ai pas d'informations
plus précise là-dessus, parce que le travail n'a pas encore été mené à son terme, qu'il y ait de grosses dégradations de la qualité. D'accord. J'en profite, une deuxième question. Un média allemand dit à l'instant qu'un hublot cockpit aurait été cassé avant l'impact au sol. Ça vous semble cohérent avec ce que vous avez déjà comme information? Je n'ai aucun élément qui permette de confirmer ou infirmer ce point. Bonjour. Peut-être Madame. Bonjour, Marie Quenet, Journal du Dimanche. Vous n'avez pas parlé des conditions météo. Est-ce que c'est une piste à écarter? Et est-ce que l'audition même rapide de ce premier enregistreur permet quand même d'aller vers une piste d'un accident qui a souvent été présentée comme une piste, la piste privilégiée, quoi? Un accident lié à la météo, c'est ça votre question? Non, pas forcément lié. C'était deux questions, en fait. D'accord. Voilà. Alors, première question, la météo. Dans toute enquête, et celle-là ne fera pas exception, nous allons récupérer toutes les données météo, à la fois les données météo dont disposait l'équipage au moment du départ et éventuellement pendant le vol, et les données actualisées telles qu'on pourra les restituer après l'événement. Et nous verrons si ça a pu être un facteur qui a pu influencer sur le comportement de l'équipage. À ce stade-là, il n'y a aucune information qui conduit à penser qu'il y avait des conditions météo particulièrement difficiles. Sur la question accident, donc je comprends que votre question, c'est est-ce que c'est un accident au sens qui serait lié à des difficultés techniques, ou un événement qui serait lié à des actes intentionnels ou quelque chose comme ça. À ce stade-là, nous n'avons aucun élément qui permet de trancher sur ce point. Thierry Vigoureux, Le Point. Est-ce que le Germanwings ou Lufthansa vous a transmis les messages à Kars reçus de l'avion? Nous n'avons pas encore cherché à collecter ces données-là. Ulrike Koltermann, ZDF. Quel est le rôle exact des experts allemands? Alors, les enquêteurs allemands du BFU vont participer à l'enquête en étroite association avec nous. Ça, c'est selon les dispositions de l'enquête internationale. C'est-à-dire qu'ils vont être associés à tous les travaux d'enquête, à tous les travaux d'analyse des données et à la rédaction du rapport, puisque selon les dispositions internationales et européennes, le projet de rapport que nous allons rédiger, ils seront consultés sur ce projet et ils pourront proposer des évolutions. Donc ils seront vraiment associés tout au long de l'enquête et participeront activement à toute l'enquête. Donc ça, c'est pour les enquêteurs du BFU, donc des services officiels allemands. Après, les conseillers techniques de la compagnie aérienne ou du constructeur, par exemple, eux, ils sont là pour nous aider à faire les travaux techniques, pour nous apporter un certain nombre d'informations techniques qui sont, ou de connaissances techniques qui sont disponibles dans leurs organismes respectifs. Oui, Tim? Juste sur la Kars, est-ce qu'il existe des données à la Kars? Est-ce que cet avion avait un contrat? Je n'ai pas d'informations précises à ce stade. Sandra Buisson, ITélé. Est-ce que les experts du BEA qui sont déjà sur place ont pu inspecter des débris de l'avion, autres que cette boîte noire qui a été rapatriée? Alors, donc, ils ont été... certains d'entre eux ont pu être élitreuillés sur site. Leur travail à ce stade-là n'est pas de chercher à inspecter précisément certains débris. Leur travail consiste, un, à chercher l'enregistreur de paramètres, essayer de le localiser, deux, à essayer de savoir ce que sont les différents débris qu'ils ont trouvés. Et c'est dans un deuxième temps qu'ils essaieront peut-être, en fonction des possibilités et des besoins de l'enquête, d'aller examiner plus précisément certains débris ou certains éléments ou certains équipements de l'avion, ou de les rapatrier dans un laboratoire pour faire des examens plus précis. Une dernière question, vous parliez tout à l'heure du timing. On n'a pas encore la deuxième boîte noire dans l'état actuel des choses. Tant qu'on n'a pas la deuxième boîte noire, étant donné que l'enregistrement est exploitable de la première, on peut estimer que d'ici quelques jours, on aurait un premier rapport sur les données de cette boîte noire, même s'il n'y a pas la deuxième?
Alors, nous allons, sans attendre évidemment la deuxième boîte noire, commencer à faire une transcription de ce qui peut être entendu dans cette boîte. Je ne sais pas si, parce que ça dépend justement de ce qui s'est passé, ce que nous ne savons pas encore, si ces simples éléments de transcription nous permettront d'avoir un niveau de compréhension qui justifierait de rendre publique une information complémentaire sur la base de ces seules informations. Et je voudrais ajouter que j'espère que nous allons retrouver l'enregistreur de paramètres dans un délai que j'espère pas trop long, et que donc nous pourrons travailler avec ces deux sources d'informations. J'ai une question par rapport à la trajectoire et l'altitude que vous avez reportée. Est-ce que ça peut donner des indications éventuellement sur les moteurs, la manière dont les moteurs ont pu réagir pendant cette trajectoire, donc près de 10 minutes? Un ralentissement des moteurs ou une panne moteur ou quelque chose comme ça, est-ce que ça peut vous donner des indications ou pas du tout? Alors, une panne d'un seul moteur, certainement pas. Un arrêt des deux moteurs, il est trop tôt pour le dire. Oui, bonjour, André Rockman, agence Bloomberg. J'ai une question concernant les noms de pilotes et de PNC en général. Normalement, dans les accidents comme ça, ils donnent les noms des pilotes. Et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ils ont décidé de ne pas donner les noms? Alors, quand vous dites « ils donnent des noms du pilote », je ne sais pas trop à qui vous faites référence, parce que la politique du BEA et de la plupart des organismes qui font des enquêtes de sécurité selon les critères internationaux, c'est justement de ne pas donner le nom des personnes impliquées, quel que soit le titre, dans l'accident. Nous allons enquêter sur également, évidemment, quel était l'historique professionnel, bien entendu, de ces pilotes, comment ils ont été formés, etc. Ça fera partie de l'enquête, mais il n'y a pas de raison que nous divulguions leur nom. I think it's over here. Thomas Adamson, Associated Press again. There was a 30-minute delay to the flight from Barcelona airport, and authorities weren't able to give a reason for why there was a 30-minute delay to the takeoff of the plane from Barcelona. Do you know? Could you comment on that? I have no information at the present time on this, so no, I'm not. We don't know if there were technical problems with the plane. The priority, as you may imagine at that stage, is get a hand on the recorders, but of course all those information will be retrieved in the course of the investigation. And by the way, this is why I mentioned that we requested the help of our Spanish colleague, because they will be in the best position to collect information related to the preparation of the flight in Barcelona. Bon, on va peut-être arrêter. Bien. Je vous remercie. Merci.